Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, la situation économique a pris un tournant extrêmement dramatique à raison de deux cracks. La même semaine, deux cracks boursiers mondiaux, la même semaine menant le système interbancaire vers le chaos total et absolu. Car depuis la crise des subprimes en 2008, les banques sont sous régime d'injection de liquidité, le fameux QE, quantitative easing, l'assouplissement quantitatif en français. Et malheureusement, la pandémie Covid-19, finalement officialisée pandémie par l'OMS, et la fermeture des USA aux Européens, sauf aux Anglo-Saxons notamment, accélère ce processus d'effondrement monétaire, repoussant la Fed dans ses derniers retranchements, à raison d'injections de 150 milliards de dollars par jour, et puis une nouvelle décision, 1500 milliards de dollars supplémentaires sur le système interbancaire dès cette semaine, pour qu'il y ait finalement l'information qu'on vient d'avoir, un petit rebond des bourses. Forcément, avec 1500 milliards, il y aura un petit rebond, forcément. Comme une personne qui aurait besoin de plus d'injections d'une substance pour qu'elle puisse survivre le plus longtemps possible. C'est le cas de ce système. Mais jusqu'à quand? C'est là toute la question. Et nous devons de nous informer les uns les autres. Alors, l'information majeure de cette semaine, qui a aussi fait succéder les autres, c'est l'OMS déclare une pandémie mondiale sur ici Canada Radio Canada.ca. L'OMS déclare une pandémie. De nombreux pays annoncent des modifications à leur politique budgétaire ou monétaire afin d'éviter le pire. Là, on voit un homme qui désinfecte une mosquée à Istanbul. Justement, comme je vous disais, on aspergeait les rues de Wuhan, Pékin, Shanghai, etc. Voilà. Oui, parce que c'est dans l'air. C'est résistant dans l'air. C'est évident, c'est résistant dans l'air, bien évidemment. Le coronavirus est désormais une pandémie mondiale, a annoncé le directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous sommes extrêmement préoccupés tant par le niveau alarmant et par la sévérité de la propagation que par le niveau d'inaction, a-t-il déclaré en conférence de presse à Genève en Suisse. Nous avons donc décidé de considérer que le Covid-19, bien sûr, enfin, peut-être qualifié de pandémie. Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de pays touchés augmenter. Décrire la situation comme une pandémie ne change pas les menaces posées par ce coronavirus. Cela ne change pas ce que le fait que l'OMS, et cela ne change pas ce que le pays devrait faire, a précisé le docteur Tedros. Selon le site de l'OMS, une pandémie est déclarée lorsqu'un nouveau virus apparaît, se propage dans le monde entier en l'absence d'immunité dans la grande majorité de la population. C'est ce que je disais sur le coronavirus selon l'OMS. Toujours selon l'OMS, le nombre de cas hors d'origine a été multiplié par 13 au cours des 2 dernières semaines. Et le nombre de pays touchés a triplé. L'Iran et l'Italie sont désormais les pays qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19, a souligné le docteur Michael Ryan, responsable des programmes sanitaires d'urgence de l'OMS. Mais d'autres pays seront dans la même situation très bientôt. La situation en Iran est très grave, a encore dit le docteur Ryan, en soulignant la pénurie d'appareils d'assistance respiratoire et d'oxygène qui s'éveille dans le pays. Et attention aussi aux pays du tiers-monde aussi. La crise peut s'aggraver. Et là, effectivement, on aura ce type de problème récurrent. L'Iran fait de son mieux. Ils ont besoin de beaucoup d'équipements. Nous essayons de mobiliser davantage de soutien pour l'Iran, a ajouté le docteur Tedros. En Italie, la protection civile a recensé mercredi 196 nouveaux cas de Covid-19 au cours des 24 dernières heures, pour un total de 827 décès. Maintenant, on est à plus de 1000 en Italie, malheureusement. Il s'agit d'une hausse de 31%, le nombre de cas a bondi de 10 149 à 12 000, un bond de 23%. C'est exponentiel et très contagieux, puisque la contagion a beaucoup plus de surface dans l'air, elle a beaucoup plus en fait de possibilités pour toucher les personnes. Donc c'est quand même un virus mutant incroyable. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, 124 101 cas de Covid-19 ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4 566 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Alors bien sûr, vous le savez que les chiffres officiels ne sont pas exacts. Alors, on aimerait que ça sera ce nombre, bien sûr,
mais il y en a beaucoup plus. En France, on disait, c'est pas que tout va bien, c'est que relativisons, et puis tout d'un coup, voilà, on a les mesures de fermeture d'école, mais en France, quand même, ça reste inquiétant, parce que les frontières ne sont pas fermées, les mesures prennent du temps hein, par rapport à cela. Donc, alors, parmi les autres développements à signaler aujourd'hui, nous avons le président Trump qui a annoncé suspendre l'entrée de tous les voyageurs en provenance d'Europe. La NBA suspend tous les matchs de la saison, après que le joueur Rudy Gobert... Alors, je défile hein, rapidement. Alors, il y a plein de liens que je mettrai en lien, ce lien-là. Vous pourrez avoir accès à ces informations, bien sûr. Hein. Le Canada débloque $1 milliard pour lutter contre le Covid-19. Québec annule les championnats du monde de patinage artistique. L'Américain Tom Hanks séjourne ont contracté le virus. En Espagne, les cas ont quadruplé hein, depuis dimanche. En France, 15 personnes sont mortes, portant le bilan à 48 victimes sur 2280 cas recensés. Le Royaume-Uni annonce un soutien budgétaire de 30 milliards de livres. Les conséquences des taux de la Bank of England. Hein. L'Australie annonce un plan de relance. Hein. $18 milliards de dollars australiens. La Martinique place en quarantaine un navire de croisière hein, qui doit faire escale jeudi à Fort-de-France en raison de soupçons. La Polynésie française connaît son premier cas, une députée revenu de Paris. Le Salvador interdit toute entrée aux étrangers, sauf aux diplomates et aux résidents soumis à 30 jours en quarantaine. En Corée du Sud, le nombre de nouveaux cas quotidiens repart à la hausse après 5 jours de baisse. En Iran, un remède de charlatan contre la maladie a maintenant fait 84 morts. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel avance que 70% des Allemands pourraient contracter Covid, 60 à 70%, on est quasiment à plus de 50 millions là. En Thaïlande, 2 agents d'immigration de l'aéroport de Bangkok ont contracté le Covid-19. L'Irlande et l'Indonésie signalent leur premier décès attribué à la maladie. L'Inde suspend tous les visas de tourisme et impose une quarantaine aux voyageurs revenant de ces pays. Alors, on a l'Inde, on a aussi le Taïwan qui gère bien, hein, finalement, même si ce sont des pays limitrophes à la Chine. Ils ont pris conscience très tôt. Hein. C'est important. Donc, on voit bien des pays limitrophes à la Chine qui ne sont pas si touchés que cela. En Chine, des entreprises Wuhan, épicentre de l'épidémie, reprennent leurs activités. Un passager du Grande Princesse déclaré positif au coronavirus. Des pénuries de désinfectants pour les mains et de papier toilette. S'il est né au Canada, et les papiers toilettes, j'y reviendrai. Hein. On a vu pour le Nutella Apocalypse, là on voit pour le papier toilette Apocalypse, Run papier toilette. Donc finalement, toujours sur ici Canada Radio, ici radiocanada.ca, exactement, suite à cette annonce de l'OMS, hein, Trump change de braquet et ferme les frontières aux voyageurs d'Europe, sauf les Anglais. Alors, bien évidemment, je vais en lire la quintessence. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Trump? J'ai décidé de mener plusieurs actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains afin d'éviter que de nouveaux cas atteignent notre territoire, a-t-il soutenu au fil de son allocution solennelle d'une dizaine de minutes, lue sur un télésouffleur. La fermeture des frontières à laquelle échappe le Royaume-Uni s'appliquera pour 30 jours. La mesure qui cible des personnes ayant séjourné dans la zone visée au cours des 14 jours précédant leur rentrée prévue aux États-Unis s'apparente à celle de prise en janvier à un dernier relativement aux non-américains s'étant rendus en Chine. Ces interdictions s'appliqueront non seulement aux énormes échanges commerciaux et aux fret, mais aussi à plusieurs autres choses au fur et à mesure que nous obtiendrons l'autorisation, a-t-il indiqué son annonce, tirant aussitôt les marchés asiatiques vers le bas et faisant chuter les prix du pétrole de 2%. Dans un tweet envoyé quelques minutes après son allocution, le président a semblé corriger, dire il est très important que tous les pays et les entreprises sachent que le commerce ne sera en aucun cas touché par les voyages en provenance d'Europe, mais oui, mais le virus est super mutant. Hein, voilà. C'est une sorte de bad hero, si j'ose dire. La restriction arrête les personnes par les marchandises. Donc ça semble être un très 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 mauvais virus qui est capable de faire plein de choses. C'est pas offert par la nature, ça. Voilà. Si on a un raisonnement humble, tout simplement, accusé au cours de son discours de l'Union européenne d'avoir tardé à agir, il a affirmé qu'un nombre important de lieux où se concentraient les cas de Covid-19 avaient été ensemencés par des voyageurs venant d'Europe.
Le département d'État a par ailleurs conseillé aux Américains de reconsidérer les voyages à l'étranger. Ces annonces surviennent dans un contexte où le nombre de cas de Covid-19 recensés sur le territoire américain a doublé en quelques jours à peine, passant selon l'université, le fameux John Hopkins, à plus de 1300 de virus, n'épargnant plus que 8 États et faisant au moins 38 morts. L'état d'urgence a été déclaré dans une quinzaine d'États américains, dont Washington, New York et la Californie, qui cumulent à eux 3, près de 800 cas et la quasi-totalité des victimes. On le sait, c'est exponentiel. Dans l'État de Washington, la ville de Seattle, principal foyer du virus, a fermé ses écoles publiques pour au moins 14 jours. Et oui, comme je disais, il y a un point d'ancrage sur Seattle qui est le foyer. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un mal à Seattle qui semble s'enraciner. C'est très, très, très important. Alors, on ne sait pas, bien sûr. Alors, les mesures économiques d'urgence. Et puis, je passerai à la fête juste après, avec 2 onglets très intéressants. Et juste avant, la chute des bourses. Alors, bien sûr, lundi, les échanges ont été suspendus 15 minutes à la bourse de New York après l'effondrement de l'indice Standard & Poor's 500, en pleine panique autour du krach pétrolier et des conséquences économiques du coronavirus. Oui, ces photos montrent bien la catastrophe. Ceci n'est pas une crise saisonnière, a martelé le président Trump au terme d'une journée mouvementée sur les marchés financiers, alors que le coronavirus a eu raison de 11 années de hausse ininterrompue à Wall Street. La situation est temporaire, a-t-il insisté. À chaque fois, les politiques veulent minimiser, calmer. À partir du moment où, après, on a eu 11 ans de hausse ininterrompue, c'est-à-dire 2008-2020, c'est-à-dire après 2008, on n'a eu que des hausses, et là, on est en train de chuter. Non, on ne peut pas... si on a un raisonnement voilà, on ne peut pas gober, si j'ose dire, familièrement, mais on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. C'est pas possible. C'est très mainstream, ça, trop mainstream même. Le président américain n'a pas décrété l'état d'urgence, une hypothèse soulevée par les médias, mais a présenté, comme il l'avait évoqué cette semaine, des mesures visant à juguler les effets économiques de la crise, comme des prêts à faible taux d'intérêt et aux entreprises en difficulté ou le report de la date butoir de paiement des impôts pour certains individus et entreprises. D'après le Washington Post, le coronavirus a entraîné la mise à pied de centaines de travailleurs, notamment dans l'industrie touristique, forcément. Donald Trump a également fait allusion à une aide financière d'urgence, bien sûr, aux travailleurs malades, dont il n'a cependant pas présenté la teneur. Peut-être en pourparler en discussion. Il a aussi appelé très fermement le Congrès à offrir rapidement aux Américains une baisse de l'impôt sur les salaires pour aider ces derniers à surmonter les impacts économiques de la pandémie. La proposition à laquelle il a fait allusion plus tôt cette semaine n'a pas trouvé un écho très favorable auprès des élus du Congrès, y compris au sein de son propre parti. Par ces mesures vigoureuses, je suis convaincu que nous réduirons considérablement la menace qui pèse sur nos citoyens et que nous vaincrons rapidement et définitivement ce virus, a-t-il soutenu, louant la réponse très rapide et le professionnalisme de son administration. Les démocrates, eux, avaient accusé le président d'avoir tardé à réagir et de minimiser l'ampleur du problème. Celui-ci avait comparé leur critique à un canular. Donc là, Donald Trump a réagi parce qu'il a constaté que c'était exponentiel. Voilà, on a des petits cas et puis tout d'un coup, voilà. Et c'est la même chose en France avec Emmanuel Macron. Voilà. Nous devons mettre la politique de côté, arrêter la partisanerie et nous unir comme une seule nation et une seule famille, a lancé Trump. Un sondage de la firme Morning Consult, publié il y a quelques jours, montre que les Américains sont de plus en plus critiques de la gestion du dossier par leur président. Il y a un mois, 34% appuyaient fermement sa façon de gérer la crise, tandis que 14% l'a désapprouvé avec autant de vigueur. Le dernier coup de sonde indique que les pourcentages sont respectivement passés de 24 à 31. Alors, pour terminer, vendredi dernier, Donald Trump avait par ailleurs donné son aval à un projet de loi biparti concret approuvant une aide d'urgence de 8,3 milliards de dollars américains pour le traitement et la prévention du Covid-19. C'est 3 fois plus que la somme qui avait été jugée nécessaire par son administration. Selon CNN, Donald Trump a par ailleurs fait de son gendre, Jared Kushner, un conseiller dans ce dossier. Donc voilà pour la situation américaine. La situation américaine fondamentale à comprendre. Parce que finalement, l'OMS, et puis les États-Unis, et puis là, la réaction boursière de ces deux annonces qui font dévisser les bourses, comme nous l'explique cet article des Échos classiques. Les bourses de Paris essuient des chutes historiques. Les annonces de la Banque Centrale Européenne,
clairement pas convaincu les investisseurs. Les bourses européennes encaissent le second crack de la semaine à l'ampleur encore supérieure. Le CAC 40 a clôturé en chute de 12,8, un record historique. Aux États-Unis, Wall Street a perdu près de 10%. Sa pire séance depuis le crack de 1987. Là, on voit la même photo. La crise de coronavirus aura donc provoqué 2 cracks boursiers en moins d'une semaine. C'est du jamais vu. Le premier a été déclenché par le départ d'une guerre sur le prix du pétrole entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Le second par une réponse de la Banque Centrale Européenne qui n'était pas celle attendue par les investisseurs. Je vous l'ai dit. Là, les Français commencent à prendre conscience de faire des provisions. Et là c'est complètement logique. C'est complètement logique. Il ne faut pas attendre là. Hein, je ne dis pas qu'il faut se presser et courir comme... non, mais il faut voilà, déjà faire ses provisions tranquillement pour être tranquille. Parce que plus le temps avance, c'est-à-dire que c'est exponentiel au niveau des cas de Covid-19, et plus il y aura de restrictions, et donc la crise économique s'amplifiera. Et donc la Fed, oui, elle injecte, mais il y a un moment donné où ça va être compliqué. Et quand le moment est arrivé, pour nous, pour le peuple, c'est-à-dire que les banques seront définitivement cuites, elles vont mortes, elles vont prendre chez les épargnants pour remettre, pour réinitialiser le système monétaire. Comme je disais auparavant, par rapport à ceux qui ont créé la Banque centrale, les Rothschild, qui vendent leur fiducie et qui réinitialisent. Donc, ils ont peut-être fini de vendre leur fiducie. Je ne sais pas où ils en sont. Mais en tout cas, on est à la fin. Donc c'est très important. C'était une annonce de Reuters d'octobre 2017 quand même. Le marché est déçu car il s'attendait à une baisse des taux, comme confirme David Lefertis, stratégiste en chef de chez Natixis Investment Managers. Mais à l'inverse, la BCE a affirmé avec force que les taux bas ne peuvent être la réponse à tous les problèmes économiques. Pas convaincu, les investisseurs sont massivement délestés de leurs actions, faisant clôturer les places financières européenne en chute libre ce jeudi. Le DAX à Francfort a lâché 12,4, faisant plonger l'indice profondément sous la barre des 10 000 points. À Londres, la FTSE a terminé sur un plongeon de 9,80%. L'Italie, dont le système hospitalier est à 2 doigts de craquer face à l'afflux de malades de coronavirus, a vu sa bourse abandonner près de 17%. Donc voilà pourquoi il est important. Le stock 600 renoue avec ses niveaux du Brexit, déjà plombé dans la matinée par la fermeture des frontières américaines aux Européens, au passage du coronavirus au stade de pandémie. Et il me semble en France, c'est toujours pas en stade 3. Hein, mais le stock 600, le principal indice européen, a abandonné plus de 10% sur la journée, tombant plus bas que lors du vote de Brexit en 2016. Paris a de son côté connu la pire journée de l'histoire de l'indice du CAC 40. Il faut se rendre compte de la catastrophe que nous vivons en ce moment, avec une chute de 12,28 points à 4044,26 points le 26 mars 2020, détrône largement la crise de 2008, où le CAC 40 avait perdu un maximum de 9,4 en une journée. Le record de 1947 à 9,64% est également battu. Donc, on est en ce moment même pire, dans une situation beaucoup plus grave que celle de 2008. Mais j'ai l'impression, hein, dehors, etc., quand on voit les gens, ça n'a pas l'air de trop les vu que le frigo est rempli et vu qu'il y a l'argent dans leur compte en banque, les gens, ça va pas trop les choquer. Mais attention, il faut nous informer les uns les autres. Là, les choses sont claires. Hein, ce sont des informations très importantes, mainstream. Il faut en prendre conscience, notamment en faisant des stocks, et si on peut, possiblement, retirer ses liquidités et acheter de l'or. Alors, si on peut. Depuis leur dernier pic, comme je disais, et je le redis, mieux vaut prévenir que guérir. Depuis leur dernier pic, avant fin février, les marchés européens ont effacé plus de 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit plus que la totalité de l'économie allemande. Wall Street s'effondre. La journée aura également été folle pour Wall Street, qui s'est enfoncé dans le Dow Jones Industrial Average a chuté de 9,99%. L'indice de vedette de Wall Street n'avait plus connu pareil dégringolade depuis le fameux lundi noir du 19 octobre 1987, où il avait déficé de plus de 22%. Le Nasdaq a lui chuté de 9,43% à 7200 points. Et le Standard & Poor's 500 a plongé de 9,51 points. Alors là c'est la Fed qui injecte, mais il y a aussi le système mafieux qui injecte.
Et ça, c'est pas compris. Mais même ça, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Trop de prêts, trop de choses. Et on s'enfonce. On va vers un effondrement très très grave. Il faut en prendre conscience. À l'ouverture, le coupe-circuit s'est même déclenché pour la S&P 500, qui avait alors chuté de plus de 7%. Cet outil automatique vise à éviter l'emballement des marchés en permettant aux investisseurs de remettre leurs idées en ordre pendant 15 minutes avant la reprise des échanges. À la bourse de Sao Paulo, des mécanismes similaires se sont déclenchés à 2 reprises dans la journée. À chaque fois que la place financière brésilienne affichait un recul de 15%, elle a finalement terminé à moins 14,78. La présidente de la Banque Centrale Européenne a été claire dans son message. La BCE n'est pas en première ligne de défense de cette crise, commente Franck Dixnier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investor. Selon Christine Lagarde, la réponse à cette crise doit donc d'abord être budgétaire. Les marchés ont donc été déçus. Les spreads se sont tendus. En effet, les annonces de la BCE ont fait s'envoler les taux de rendement de la dette italienne à 10 ans de 50 points de base. Idem pour les taux d'Espagne, du Portugal, mais aussi de la France, respectivement 20, 25 et 13 points. De fait, l'écart, ce que les marchés appellent le spread, avec le taux allemand qui sert de référence, s'est accru. Pour autant, signe du stress des marchés, le Bund n'a pas reculé, alors qu'il est d'ordinaire considéré comme une valeur refuge. Alors, les valeurs refuges ne tiennent plus autre site de l'émotion des places financières. L'or a plongé en même temps que les bourses. L'once a cédé 5% en séance jusqu'à 1560 $. Si l'or est également considéré comme une valeur sûre, le métal précieux est actuellement le meilleur moyen pour les investisseurs en manque de liquidité de lever du cash rapidement pour faire face à leurs engagements. Et oui, alors, le VIX, surnommé l'indice de la peur, continue lui aussi de s'envoler. On voit bien aussi le Bitcoin, l'Ethereum, parce que les gens revendent, parce qu'ils veulent avoir du cash. Donc, finalement, le cours de l'or et des crypto-monnaies chute, mais c'est l'assurance. Si le système fiduciaire, c'est-à-dire nos comptes, les comptes classiques, on est à zéro, au moins on aura ça pour continuer et ne pas se faire avoir. Ne pas être dans la bagarre avec les gens qui n'ont pas anticipé. Et moi, je sers à ça, notamment, et plein d'autres aussi sur YouTube. Continue lui aussi de s'envoler pour la première fois depuis le début de la crise. Il a bondi au-dessus de 68 points. Ce mercredi en 2008, il avait dépassé les 80 points. Pour les analystes, cette situation pourrait continuer à faire plonger les cours de bourse encore plus bas. Attention, faux départ, lance Franck Dixnier, directeur des gestions obligataires chez Allianz, à l'intention des investisseurs. Donc on voit bien l'indice VIX, l'indice de la peur. Donc là en mars, on monte jusqu'à 80 et la crise de 2008. C'est un indice extrêmement important. Voilà pour les marchés boursiers et leur réaction suite aux annonces de l'OMS et de Donald Trump et des répercussions. Alors, bien sûr, ces 2 cracks boursiers, donc après ces 2 annonces, crack boursier, et la Fed donc est amenée à prendre des mesures encore plus extrêmes. Comme le démontrent, comme je disais, ces 2 onglets de bilan.ch et la presse.ca. Alors, ce premier onglet, c'est la Fed, va injecter au moins 150 milliards par jour dans le marché monétaire. Et il y en a un deuxième, la Fed va injecter 1500 milliards de dollars sur le marché monétaire. Et là, comme je vous disais, le système respiratoire, et vous voyez, c'est un peu finalement révélateur par rapport au coronavirus, le système respiratoire du système économique, il est plus qu'en survie. Là c'est dans le rouge, et on est quasiment en mort clinique. Parce que plus vous injectez, plus la personne est forcément en difficulté. Dans l'image, bien sûr, la Fed va augmenter les montants qu'elle injecte chaque jour dans le marché monétaire pour les porter à au moins 150 milliards de dollars quotidiens face au risque que fait peser le coronavirus. Alors, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué, là nous voyons, il me semble, la Fed mettait à disposition jusqu'à présent au moins 100 milliards de dollars quotidiennement. Mais là, c'est 150. La Fed met à disposition jusqu'à présent au moins 100 milliards de dollars quotidiennement. Cette hausse du montant alloué sur les marchés débute lundi et se poursuivra jusqu'au 12 mars.
pour les prêts au jour le jour. L'opération à 2 semaines sera également accrue pour les opérations de mardi et jeudi, passera d'au moins 20 milliards au moins 45 milliards. Cette hausse devait aider au bon fonctionnement des marchés de financement alors que les acteurs du marché mettent en œuvre des plans afin de permettre aux entreprises de résister au coronavirus, a détaillé la Fed de New York qui supervise ces opérations. Les opérations du repo sont des transactions, comme je disais, à court terme, à très court terme, qui permettent aux banques et aux entreprises de se refinancer et à la Fed d'avoir un outil de contrôle des taux. Elles portent sur la rachat des titres de dette, bons du trésor, obligations adossées à des crédits hypothécaires à un prix fixé d'avance. À une heure de l'ouverture de Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers laissent penser que la baisse sera forte. Dow Jones 1255, Nasdaq moins 410, S&P moins 145. Et l'article de la presse.ca, la Fed va injecter 1500 milliards sur le marché monétaire. La Réserve fédérale va injecter 1500 milliards de dollars supplémentaires. En plus, en addition des 150 déjà. Sur le marché monétaire, donc le système interbancaire, a-t-elle annoncé ce jeudi, ce qui a permis à Wall Street de nettement réduire les pertes d'une séance. Donc ça permet aux bourses un petit rebond. Alors, je vous remonte cette image classique et qui va revenir. Parce qu'il y a des mises à jour à faire concernant le système interbancaire. Je vais parler d'HSBC ici, qui est en train de s'effondrer. Et oui, 100 milliards, et 150, c'est même plus suffisant. C'est même plus suffisant parce que les banques sont en train de s'effondrer. Et là, l'information que nous avons eue hier, c'est 1500 milliards. 1500 milliards parce que, alors bien sûr, on n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas qui est en train de s'effondrer là dans ce labyrinthe, mais c'est à parier que d'autres sont vraiment en train de s'effondrer par rapport à ce qu'a dit l'OMS et les États-Unis, les fermetures de frontières, qui font du mal aux banques. Donc, à partir du moment où on ferme les frontières, on ferme, on ne fait plus de prêts, plus d'investissements, donc les banques s'effondrent. Donc, on ne sait pas qui s'effondre, mais en tout cas, est-ce que les 1500 milliards, ce sera suffisant? L'avenir nous le dira, mais là, il me semble que énormément de banques sont en train de s'effondrer, et c'est la somme de 1500 milliards qui nous l'indique. La Fed prévoit d'offrir jeudi 500 milliards de dollars à échéance de 3 mois et offrira vendredi 500 milliards à 3 mois, ainsi que 500 milliards en un mois, indique-t-elle dans un communiqué. Elle injectera par ailleurs chaque semaine 500 milliards à 3 mois et 500 milliards à 1 mois jusqu'au 13 avril. Ces annonces ont permis à Bourse de Londres de forcer une partie de ses pertes à la mi-séance. Donc on imprime et on envoie. Donc là pour le coup, là c'est juste de l'injection permanente à accélérer. Aux alentours de 13h10, le Dow Jones qui a chuté de plus de 9% en séance, était en repli de 4,71 pendant que le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 4,45%. La Banque centrale continuera par ailleurs à alimenter le marché en liquidité avec jusqu'au 13 avril au moins 175 milliards de dollars par jour. 175 milliards de dollars par jour avec un remboursement le lendemain et 2 fois par semaine, au moins 45 milliards de dollars à échéance de 2 semaines. Cet argent mis à disposition par la Fed permet aux banques et grandes entreprises de se refinancer, puisqu'elles ne se paient plus entre elles. Donc, ça va permettre de les faire respirer un peu, d'appuyer sur le respirateur. La puissante Banque centrale américaine a précisé dans ce communiqué que ces changements doivent permettre de répondre à des perturbations très inhabituelles sur les marchés secondaires des bons du trésor associés à l'éclosion du coronavirus. La Fed va également acheter différents types de titres à diverses maturités et les achats se poursuivront au deuxième trimestre. Face à la pandémie du nouveau coronavirus et à ses effets sur l'économie, la Fed a déjà, à 2 reprises cette semaine, augmenté ses injections quotidiennes sur les marchés monétaires, les faisant passer de 100 milliards. Je disais 150, j'étais gentil. C'est 25 milliards en plus. 175 milliards par jour. Donc, 175 milliards par jour et 500 milliards par semaine en plus. Est-ce que c'est suffisant? L'avenir nous le dira. Alors, pour terminer cette vidéo, beaucoup d'événements se déroulent, j'en ai parlé juste après. Mais un article de Zero Hedge qui nous montre les derniers updates concernant notamment le Canada.
et, la situation, hein, que ça synthétise, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La première dame, hein, du Canada est testée positive, hein, ça, ce sont les mises à jour en direct, hein, d'aujourd'hui, vendredi 13 à 4h26 du matin. Alors, bien sûr, juste c'est pour vous montrer les informations. Alors, c'est pas commode, hein. Il y a quand même beaucoup d'infos. Je vais essayer de vous les dire. Le temps que le PC, voilà. Alors, je vais vous les dire, mais parce qu'apparemment, il y a un petit souci. Scott Gottlieb, hein, affirme que les États-Unis peuvent toujours éviter un résultat semblable à l'Italie. Cuomo ferme Broadway, hein, interdit à tous les événements à New York. Interdit tous les événements à New York avec plus de 500 personnes, réduit la capacité maximale des sites de 50%. La NCAA annule March Madness. Le Grand Prix de F1 en Australie se déroulera sans foule, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a été infecté, je crois, donc ils ont arrêté carrément, comme la NBA d'ailleurs. La campagne de Trump dit aux employés de travailler chez eux jusqu'à lundi. Le Maryland et l'Ohio annulent l'école. Le docteur Fauci semble approuver l'interdiction de voyager en Europe. L'Espagne et l'Italie interdisent la vente à découvert. Alors, je vais un peu zoomer. Charles Barkley s'auto-met en quarantaine. Ça, c'est quand même incroyable. Charles Barkley, c'est l'ancien champion de basket, hein. Le Royaume-Uni rapporte 2 décès supplémentaires. On va faire doucement. Voilà. New York City déclare l'état d'urgence. Cali interdit le rassemblement avec plus de 250 personnes. La Chine envoie une équipe médicale et du matériel, hein, en Italie. C'est très bien ça. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, est positif, hein, pour Covid-19. Hein. Disney ferme un parc à Anaheim. Normalement, celui de Marne-la-Vallée devrait suivre, hein, quand même. Hein, franchement, on ferme les écoles, il faut fermer les Disney, les Astérix et tout ça. Il faut être logique. American Air confirme que le pilote a été testé positif pour le Covid. L'Italie ferme ses églises catholiques. Le joueur de la NBA s'excuse d'avoir éclairé le virus. Trudeau et sa femme s'auto-mettent en quarantaine. Hein, Premier ministre du Canada et sa femme, après que leur femme ait signalé des symptômes, oui, et elle a été confirmée là. Le bilan des morts en France s'élève à 61, mais malheureusement, il y aura des morts supplémentaires avec les annonces aujourd'hui. Houston ferme ses écoles jusqu'à la fin du mois. Le nombre de morts en Espagne atteint 86. Ça a dépassé la France, je crois. L'Ohio interdit les rassemblements avec plus de 100 personnes, après avoir confirmé le 5e cas. Là, en Afrique, hein, le Gabon et le Ghana confirment les premiers cas de virus. Pennsylvanie, le gouverneur Tom Wolf ferme une grande partie du comté de Montgomery. 2 jeunes joueurs, hein, de Utah Jazz positifs. Hein. La Slovaquie ferme toutes ses frontières à ses aéroports internationaux. Coupe les ventes d'alcool, de boîtes de nuit après 22 heures, la NG. Décès en Italie, hein, au-dessus de 100 000, maintenant, au-dessus de plus de 1000 morts, hein, pardon. La NHL, NHL, hein, puisque là c'est américain, ça fait la translation. La National Hockey League. Le baseball aussi retardera le début de saison, hein, la MLB, de 2 semaines. Le joueur de Chelsea, Hudson Odoi, est positif. Fauci dit que la pénurie de tests est un échec majeur du gouvernement. Rick Scott, deuxième sénateur, s'auto-met en quarantaine pour cause de virus. Le Sénat annule les vacances et restera ouvert la semaine prochaine. Un journaliste affirme que Rudy Gobert a été négligent dans les vestiaires. Vendredi, la première ligue organise des pourparlers d'urgence alors que les clubs poussent à suspendre le jeu. La Ligue des Champions, il me semble, reportée. Hein. Le football de la Major League est suspendu, bien sûr. Les rapports affirment, une fois de plus, que Merkel est prête. Goldman demande aux travailleurs de New York de travailler à domicile en quart décalé. Les responsables de l'UE ont condamné l'interdiction de voyager de Trump. Trump dit que les marchés iront bien. L'Espagne a approuvé un plan de sauvetage de 2,8 milliards d'euros. La torche olympique allumée devant seulement 100 spectateurs. La Liga suspendue, hein, la saison après que le joueur du Real Madrid se soit montré positif. 3 coureurs de F1 justement mis à quarantaine. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus pas courir. Blackstone conseille aux sociétés du portefeuille de retirer des lignes de crédit renouvelables. Oui, c'est ce que je dis.
Et c'est ça aussi qui amplifie la crise. Hein. Selon les rumeurs, la LNH planifie une suspension du match de championnat au début des éliminatoires. Un passager sur le vol JetBlue de New York à FLA teste positif sur le virus. Le cabinet espagnol testé pour le coronavirus. La Scandinavie commence. Et oui, maintenant, ça touche aussi la Scandinavie, le Danemark, testé pour le coronavirus. L'Iran atteint 3 millions d'Iraniens qui pourraient avoir été infectés. Alors ça, c'est quand même choquant. 3 millions d'Iraniens. C'est quand même incroyable. Les acteurs du marché hésitent à dissiper la liquidité du marché obligataire. Le nombre de morts dans le monde dépasse 4600. Alors, quand on a 3 millions d'infectés, et puis en Chine aussi des millions, hein, si en Iran on a 3 millions, on va avoir notamment dans la province d'Hubei des millions d'infectés. Ça ne veut pas dire des morts. Mais quand même, si on a plus de 3 millions d'infectés en Iran, et qu'on a 1%, et que dans le Hubei, on a 5 ou 6 millions d'infectés, et si c'est 1%, c'est peut-être quand même plus de morts. Hein. Donc, alors, une dernière information concernant les papiers toilettes, le fameux bank-run de papier toilette, toujours sur Zero Hedge. Là, concernant la réaction des personnes. On a eu les annonces de la Fed, de l'OMS et de Trump. Réaction des marchés boursiers et réaction de la Fed, justement. Et là, ce sont les personnes, les populations, c'est-à-dire nous, le peuple, qui... une course de papier toilette est comme une course de banque. Hein. Les correctifs économiques sont à peu près les mêmes. Un article du 10 mars 2020. L'achat de panique ne connaît pas de frontières. Des acheteurs en Australie, au Japon, au Hong Kong et aux États-Unis ont attrapé la fièvre du papier toilette à l'arrière du coronavirus. Les étagères des maisons sont vidées aussi rapidement qu'elles peuvent être stockées. Cet achat de panique est le résultat de la peur de passer à côté. Hein, c'est un phénomène de comportement des consommateurs similaire à ce qui se passe lorsqu'il y a une ruée sur les banques. Un virement bancaire se produit lorsque le déposant d'une banque retire de l'argent parce qu'il pense qu'il pourrait s'effondrer. Et oui, ce que nous voyons maintenant, c'est une course de papier toilette, un jeu de coordination. Une banque ne détient qu'une fraction de ce dépôt en tant que réserve de trésorerie. Cette pratique est connue sous le nom de banque à réserve fractionnaire. Elle prête autant de ces dépôts que possible sous réserve des exigences d'adéquation des fonds propres d'un régulateur bancaire en tirant profit des intérêts qu'elle facture. Si chaque client décidait simultanément de retirer tous ses dépôts, la banque s'effondrerait sur la responsabilité. Pourquoi alors n'observe-t-on pas normalement des virages bancaires où le papier hygiénique coule? Donc une pharmacie de Hong Kong commande du papier hygiénique supplémentaire le 8 février. La réponse vient de l'économiste prix Nobel John Nash, qui a partagé pour ses connaissances en théorie de jeu, notamment l'existence de ce qui est maintenant appelé un équilibre de Nash dans les jeux. La banque et le marché du papier toilette peuvent être considérés comme un jeu de coordination. Il y a deux joueurs, vous et tout le monde. Il existe deux stratégies. Panique, acheter ou agir normalement. Chaque stratégie a un gain à associer. Si tout le monde agit normalement, nous avons un équilibre. Il y aura du papier sur les étagères des magasins et les gens pourront se détendre et l'acheter au besoin. Mais si d'autres paniquent, la stratégie optimale pour vous est de faire de même. Sinon, vous vous retrouverez sans papier hygiénique. Tout le monde est confronté aux mêmes stratégies à avantage, alors d'autres paniqueront si vous le faites. Le résultat est un autre critère, celui-ci étant celui où tout le monde panique achète. Prévenir l'échec de la coordination. Donc, personne n'achète de panique, une coordination réussie où tout le monde le fait. Et un échec de coordination. La crainte que tout le monde achète de la panique a également poussé certaines personnes à acheter de la panique. Mais ceux qui achètent de la panique n'agissent pas de manière irrationnelle. Ils ne sont pas stupides. Ils exécutent une stratégie optimale parce que la peur a un fondement dans la réalité. Beaucoup de gens ont connu d'aller dans le supermarché et de trouver des étagères vides. Alors, pour terminer, de toute évidence, cependant, un seul de ces déséquilibres est souhaitable. Alors, que pouvons-nous faire pour éviter un échec de la coordination? Une solution est un mécanisme de marché permettant, excusez-moi, ça c'est l'écran s'est éteint automatiquement, un mécanisme de marché permettant au prix du papier toilette d'augmenter pour réduire la demande. Il est un peu probable que cela se reproduise étant donné le contre-coup potentiel associé à la hausse des prix. Il existe deux autres solutions. Les premiers est que le gouvernement intervienne en tant que garant. En 2008,
Par exemple, le krach boursier engendré par la crise des prêts hypothécaires a rendu plusieurs banques australiennes vulnérables au dépôt des déposants. En réponse, le gouvernement australien a annoncé un système de garantie des dépôts. Les déposants assuraient que le gouvernement couvrirait leurs pertes, même si leur banque s'effondrait, n'avaient plus peur de se faire prendre et en ne retirant pas leur épargne. Dans le cas du papier toilette, le gouvernement, agissant en tant que garant, pourrait impliquer la détention d'un stock stratégique de papier toilette, mais tout bien considéré dans la logistique des coûts, ce n'est probablement pas une très bonne idée. La deuxième solution consiste à rationner les produits en limitant le montant qu'un client peut acheter, même si ces limites d'achat sont imparfaites, elles sont réalisables comme le montrent les restrictions mises en place par les supermarchés. Jusqu'à là, on a bien vu la bagarre entre ces dames. C'est quand même... on va vers quelque chose de très grave. Là, c'est l'exemple du papier toilette, déjà. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous ai dit, avant d'arriver à ça, c'est-à-dire nos codes bancaires, les comptes courants classiques prises pour initialiser le système monétaire, eh bien, il faut faire du stock. Alors, stock de papier toilette, le mieux, c'est de faire du stock de riz, des pâtes, quelque chose. Mais, effectivement, l'hygiène aussi, c'est très important. Pourquoi pas aussi faire, ce type de stock, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et de l'eau aussi, beaucoup d'eau. Voilà. Moi-même, je suis en train de faire un stock, tranquillement. Humblement, simplement, tranquillement. Et je vous préviens. Alors, bien sûr, une vidéo un peu mieux réalisée, avec un meilleur son, bien sûr. C'est tout à fait normal de corriger le tir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous pour vos abonnements. N'hésitez pas à ajouter vos informations complémentaires concernant cette grave crise que nous vivons. Bien sûr. Et je reviendrai pour d'autres développements, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous.